C'est arrivé en juin 2009. Après de fortes pluies, les habitants de certaines régions du Japon sont sortis de leur maison en découvrant des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a eu la surprise de voir 13 carpes sur le toit et tout autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où est venue cette pluie bizarre, mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine avait emporté toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a dispersé les animaux un peu partout sur la terre ferme. Les Arcus semblent tout droit sortis d'un film catastrophe. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'un orage se prépare. Les magnifiques nuages arc-en-ciel apparaissent au sommet de nuages gonflés, semblables à du coton après un orage. Les nuages cotonneux sont des nuages de basse altitude, ils planent généralement à une altitude d'environ 1800 mètres. Lorsque la vapeur d'eau qu'ils contiennent se condense, les gouttelettes qui en résultent agissent comme des prismes. Cela forme des chapeaux multicolores au-dessus des nuages. Les nuages dits « gloire du matin » sont extrêmement rares. Ils ressemblent à des tubes massifs qui s'étirent dans le ciel. Ils peuvent s'étendre sur plus de 1000 km, tout en restant relativement bas. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que ces nuages apparaissent lorsqu'un courant ascendant se comprime à travers le nuage. C'est ce qui crée cet aspect tubulaire caractéristique. L'air frais à l'arrière du nuage les fait rouler vers le bas. Le meilleur endroit, mais pas le seul, pour observer ces nuages est le golfe de Carpentarie en Australie. Si tu décides de t'y rendre pour voir ces nuages, choisis la période allant de fin septembre à début novembre. En 2012, le ciel est d'abord devenu sombre et sinistre, puis jaune. Ensuite, des boules gélatineuses bleues ont commencé à tomber sur le sol. Au Royaume-Uni, un homme a trouvé ces boules dehors pendant une tempête de grêle. Il marchait vers son garage quand il a repéré quelque chose d'inhabituellement brillant parmi les grêlons blanchâtres. Lorsque les chercheurs ont examiné cette pluie de gelée, ils ont découvert que les boules étaient faites de la substance utilisée dans les couches ou le terreau, utilisée pour absorber les liquides. On ne sait toujours pas si les boules sont tombées du ciel, ou peut-être que la fonte de la glace a fait grossir quelques cristaux déjà existants en un clin d'œil. Ces énormes grumeaux blancs au-dessus de ta tête sont appelés des nuages mammatus. Ils peuvent te faire croire que le ciel est en train de tomber. La plupart des nuages se forment lorsque l'air monte dans l'atmosphère, mais pas les mammatus. Ils apparaissent lorsque de l'air humide et frais descend et se mélange à de l'air sec. Le résultat, des nuages uniques en forme de boules de riz soufflées. Au fait, si tu repères ce phénomène, c'est que le mauvais temps n'est pas loin, alors cours te mettre à l'abri. Les nuages nacrés colorés se produisent extrêmement haut dans l'atmosphère, 2 fois plus haut que l'altitude de croisière d'un avion de ligne. L'air à de telles hauteurs est extrêmement sec et froid. Les cristaux de glace des nuages nacrés sont beaucoup plus petits que ceux qui forment les nuages plus communs. Ils diffusent la lumière d'une manière différente, c'est ce qui donne aux nuages leur apparence de nacre. Une pluie de sang semble plus terrifiante que n'importe quel film d'horreur. Mais en réalité, il n'y a rien d'étrange ou de surnaturel dans ce phénomène météorologique. Les gens ont observé de telles pluies teintées de rouge depuis l'époque de la Rome antique. Parfois, des vents puissants soulèvent de la poussière rouge dans l'atmosphère et la transportent très très loin. Au final, cette poussière se mélange aux nuages, ce qui colore la pluie. D'ailleurs, la poussière des mines de charbon peut rendre la pluie noire. Le pollen est responsable des pluies jaunes. Et d'autres types de poussière peuvent rendre la pluie blanche. En Australie, il pleut parfois des araignées. C'est parce que ces créatures peuvent en quelque sorte planer. C'est une façon très inhabituelle de se déplacer. Une araignée grimpe tout en haut d'un grand arbre, puis elle tisse plusieurs brins de soie. Ces brins aident l'araignée à être emportée par le vent. Il n'est pas facile de repérer ces araignées, mais parfois, si le temps est particulièrement humide, elles planent alors en masse. Et là, tu ne peux pas t'empêcher de les voir. Des millions d'araignées migrent pour trouver un autre endroit offrant de meilleures conditions de vie. On pourrait croire qu'il neige dehors, mais non, ce sont des araignées qui dérivent vers le sol. Tu as déjà vu d'énormes disques ronds dans le ciel? Il s'agissait très probablement de nuages lenticulaires. Ils se forment généralement au-dessus de lieux imposants et élevés comme des montagnes ou des collines. Lorsque des vents forts se heurtent à un obstacle, cela crée une vague d'air. L'air s'enroule en quelque sorte autour de l'obstacle. Et plus la barrière est haute, plus l'air qui s'élève au-dessus d'elle devient froid. À un moment donné, l'humidité qu'il contient se transforme en gouttelettes d'eau. Et elle forme ces nuages inhabituels.
Les nuages lenticulaires peuvent ressembler à des vagues, à une pizza ou même à une pile de crêpes. Miam! Les tornades volcaniques sont probablement l'un des phénomènes naturels les plus terrifiants qui soient. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il crache de la roche rougeoyante et des cendres très haut dans les airs. Quant aux morceaux de lave solide et au gaz chaud, ils coulent le long de la pente du volcan. Lorsque ce flux descend, certains des gaz piégés commencent à monter et à tourner en même temps. Ils sont comprimés par l'air environnant, ce qui les fait tourner de plus en plus vite. C'est ainsi que naît une tornade volcanique. Heureusement, ce phénomène a une durée de vie très courte. Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont dû courir pour sauver leur vie. Sinon, ils auraient été frappés par d'énormes morceaux de glace tombant du ciel. Cette tristement célèbre tempête de grêle a d'ailleurs causé des millions de dollars de dégâts. Après la tempête de grêle, la région avait une apparence post-apocalyptique. Des vitrines cassées, des pare-brises de voitures fracassées, des panneaux publicitaires arrachés, des trous dans les toits. Au moins, les chercheurs se sont enthousiasmés lorsqu'ils ont trouvé un grêlon près de la ville de Cullman. Ce monstre, de la taille d'une balle de baseball, mesurait plus de 12 cm de diamètre. Pas étonnant qu'il ait établi un nouveau record à l'échelle de l'État. Les rouleaux de neige se produisent lorsqu'une rafale de vent décide de fabriquer une boule de neige. Elle commence à faire rouler de la neige sur une zone enneigée. Si c'était une vraie boule de neige, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Mais le centre d'un rouleau de neige est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent lorsque le rouleau se forme. Cela le rend plus léger qu'une boule de neige, c'est pourquoi il roule aussi plus loin. Malheureusement, ils sont rares car ils ont besoin de conditions très précises pour apparaître. Les arcs-en-ciel lunaires sont des phénomènes beaucoup plus rares que les arcs-en-ciel normaux. Ils sont causés par le clair de lune et non par la lumière directe du soleil et ne se produisent que lorsque la lune est presque pleine. Ces arcs-en-ciel sont peu lumineux et semblent souvent être blancs, mais ce n'est qu'une illusion. L'œil humain n'est tout simplement pas assez sensible pour capter toutes leurs couleurs. La foudre en boule est une petite sphère de lumière flottante. Elle peut être orange, jaune et même rouge. Parfois, la foudre en boule descend du ciel. Dans d'autres cas, elle apparaît de nulle part, planant à plusieurs mètres au-dessus du sol. Elle n'émet pas de chaleur et produit très peu de son. La foudre en boule peut rebondir sur des objets. Si elle rencontre quelque chose d'électrique, comme un téléviseur, elle disparaît généralement avec un pop silencieux, laissant derrière elle une odeur de soufre. Mais la foudre en boule peut aussi déclencher des incendies ou exploser. Les scientifiques pensent que les boules de foudre pourraient être liées aux orages, mais ils n'ont pas encore de preuves tangibles. Les arcs blancs sont presque blancs, bleu pâle à l'intérieur et rouge pâle à l'extérieur. Tu as plus de chances de voir un arc blanc au-dessus de la mer ou de l'océan froid lorsque de l'air chaud entre en contact avec de l'eau beaucoup plus froide. Ce phénomène se produit aussi lorsque le soleil est brillant et que le brouillard est suffisamment fin pour que la lumière puisse passer. Les cheveux de Pelé sont de fins fils de lave. Ils sont dorés et jolis, mais n'imagine même pas les ramasser, car ils peuvent te blesser. Le vent attrape parfois de petites gouttelettes de lave provenant de volcans actifs. Ces gouttelettes sont transportées à des kilomètres de l'éruption. Ils sont étirés en fils de verre très fins, aussi appelés lave capillaire. Certains fils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. En mars 2018, ceux qui ont regardé le ciel dans le nord du Nevada ont vu l'un des nuages les plus rares et les plus bizarres qui soient. C'est un nuage en fer à cheval. Un tel vortex se produit lorsqu'un nuage plat se déplace au-dessus d'une colonne d'air chaud ascendant. Cet air donne non seulement au nuage sa forme impressionnante, mais ajoute aussi un peu de rotation à son mouvement. Mais il faut être rapide. Les nuages en fer à cheval sont très fugaces et ne durent généralement que quelques minutes. Les fleurs de givre fleurissent sur la glace récemment formée de l'océan Arctique ou sur la fine glace des lacs. Ce sont des cristaux de glace fragiles et délicats. Ces structures poussent pendant les changements de température. Elles attirent l'humidité de la surface de la glace et s'élèvent, capturant les bactéries et le sel. Tu peux aussi trouver des fleurs de givre en Antarctique, mais quel que soit l'endroit où ces cristaux poussent, les gens en savent malheureusement très peu sur eux, même s'ils sont incroyablement jolis. Ah, Kiev! Cela fait des années que tu rêves de venir ici. Sortant ton fidèle appareil photo, tu commences à prendre des clichés des cathédrales, du musée de l'aviation et du fleuve Dnipro, quand, sans prévenir, un énorme boum se fait entendre derrière toi. En te retournant, tu vois quelque chose qui s'élève au loin et qui ressemble à une gigantesque explosion. Oh oh, il est temps de partir, et vite!
En juin 2020, ce que les habitants de Kiev ont vu ce jour-là était un nuage en forme d'enclume, une rare formation orageuse dans le ciel. Alors que de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense pour lui donner la forme d'enclume que tu vois, et parfois, il prend même la forme d'un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu, alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être 10 fois plus puissant qu'un coup de foudre classique. Les gens ont été tellement effrayés de voir ce nuage géant à seulement 100 km de distance qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Les habitants ont diffusé des photos du grand nuage sur les réseaux sociaux avant même que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Puis, elles ont réussi à calmer les craintes de la population en l'informant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel et qu'il était magnifique. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Partons vers la pointe nord du Queensland, en Australie, loin de toutes ces bestioles rampantes. Il est temps de faire une pause et de se détendre à la plage. En te mettant à l'aise, tu remarques qu'une grande ombre passe au-dessus de toi. Puis une autre, et encore une autre. En levant les yeux, tu assistes à un phénomène tout simplement stupéfiant. Ce type de nuage, appelé gloire du matin et ressemblant à un tube massif, est très rare et semble presque rouler dans le ciel. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1000 km de long et apparaissent aussi parfois en grands groupes. Ce phénomène est le résultat d'un courant ascendant qui pousse le nuage, créant une apparence de tube, tandis que de l'air humide et plus frais à l'arrière le fait tourner sur lui-même. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. La pluie était rouge. Beaucoup ont été sous le choc. La couleur était assez vive pour tacher les vêtements. Il y avait aussi d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. Au milieu d'une mousson, une pluie rouge a commencé à tomber et s'est reproduite périodiquement pendant plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie inhabituelle était tachée soit par de la poussière, soit par des algues. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de la façon dont les algues sont arrivées jusque-là, ce qui a rendu cet événement un peu plus troublant. Tu aimes prendre un bain moussant pour te détendre après une journée harassante, mais ta baignoire met trop de temps à se remplir? Problème résolu, rends-toi sur n'importe quelle côte après une grosse tempête et pique une tête. Les marées écumeuses ne sont pas cantonnées à un seul endroit, elles peuvent se former partout dans le monde. Elles sont toutefois plus susceptibles de se produire le long des côtes rocheuses, comme la côte de San Francisco, de l'Irlande du Nord ou de Mooloolaba en Australie. Chaque côte présente des conditions différentes qui forment une telle écume. Si tu prélèves de l'eau de mer dans un verre et que tu l'observes attentivement, tu verras qu'elle est pleine de minuscules particules. De nombreux éléments comme des plantes, des produits chimiques et beaucoup de sel et de minéraux créent la formule parfaite pour cette mousse. Lorsque de puissants courants et le vent mélangent le tout, on obtient quelque chose qui ressemble à de la mousse de lait flottant au-dessus de l'eau. Lorsque des températures glaciales frappent les vergers du Michigan, toutes sortes de choses inhabituelles se produisent. Comme les pommes fantômes. Non, elles ne font pas peur. Mais si tu souhaites en trouver une en hiver, attention. Toutes les conditions doivent être réunies pour que cela se produise, et il va faire un froid glacial. Il s'agit en fait d'un phénomène météorologique rare causé par le fait que les pommes gèlent sur leurs branches, la pluie recouvrant le fruit d'une fine couche de glace. Les pommes dégèlent ensuite et s'écoulent comme de la compote, ne laissant derrière elles qu'une belle enveloppe de glace. Le fleuve Catatumbo au Venezuela pourrait bien être la zone la plus électrique du monde, avec près de 300 jours d'orage par an. Les orages sont si fréquents qu'ils sont prédits 3 mois à l'avance. Pendant la saison des pluies, en octobre, tu peux voir 30 éclairs en une seule minute. Une expérience vraiment unique. Chaque éclair a l'énergie nécessaire pour alimenter une seule ampoule pendant 6 mois, si bien que ce spectacle impressionnant pourrait alimenter tout le Venezuela pour toujours. Au coucher du soleil, des vents forts circulent autour des 3 montagnes environnantes, formant des nuages d'orage au-dessus de l'eau. Lorsque les gouttelettes d'eau de l'air humide entrent en collision avec les cristaux de glace de l'air froid, cela produit les charges statiques qui provoquent ces orages presque toutes les nuits. Et comme si ce n'était pas suffisant, certains orages ont aussi des éclairs au-dessus d'eux.
Les phénomènes lumineux transitoires sont des décharges électriques situées très haut dans l'atmosphère terrestre. Ils sont associés à de puissants orages, mais ils n'ont rien à voir avec la pluie. Ces phénomènes se produisent à une altitude de 50 à 80 km dans la mésosphère. Les lumières artificielles de la nuit font qu'il est beaucoup plus difficile de voir ces éclairs de faible intensité. Si tu en aperçois un, il aura l'air minuscule alors qu'il peut faire plus de 50 km de large. Ces éclairs rouges sont un type de décharge de plasma froid au-dessus d'un nuage d'orage. Ils résultent de l'équilibre des charges de la foudre entre les nuages d'orage et le sol en dessous. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares, car il faut des conditions parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, comme les Rocheuses, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent œuvrer de concert pour que nous puissions admirer ces rouleaux. Il faut d'abord une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche, de la glace ou de la poudreuse. Puis, une brise assez forte pour faire rouler le rouleau en bas d'une colline, comme une boule de neige. Une fois qu'il a cessé de rouler, il peut avoir la taille d'une balle de baseball ou être aussi grand qu'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Un rouleau de neige nouvellement formé ne restera pas là très longtemps, alors dépêche-toi de le prendre en photo. En regardant le coucher de soleil à l'horizon, les magnifiques violets et roses au-dessus ne sont rien comparés aux 3 soleils que tu vois devant toi. Waouh! Depuis quand la Terre a-t-elle 3 soleils? Ces étoiles fantômes qui apparaissent parfois à côté du soleil s'appellent des parhélies. Ils apparaissent souvent sous forme de zones lumineuses colorées à la même hauteur que le soleil au-dessus de l'horizon. On les observe surtout sur un anneau ou un halo où les cristaux de glace reflètent le mieux la lumière. Certains parhélies apparaissent aussi à côté de la Lune et sont formés par la lumière lunaire passant à travers les cristaux de glace, mais on ne les voit pas autant que leurs homologues solaires. En prenant des photos dans la nature, tu as enfin trouvé l'endroit idéal pour réaliser le cliché parfait. L'eau cristalline, les pins, les montagnes et la soucoupe volante. Attends, quoi? Une soucoupe volante? Les extraterrestres sont là? C'est ce que tu pourrais te dire si tu voyais un nuage en forme de soucoupe. Il porte le doux nom d'altocumulus lenticulaire. Ce ne sont en fait que des formations nuageuses inhabituelles, au-dessus du sommet des montagnes. Lorsque l'air humide passe au-dessus d'une montagne, une vague se crée si la différence de température est idoine. Lorsque l'air traverse la vague, l'évaporation se produit et un amas de ces nuages peut alors prendre une forme ovale. Donc ce ne sont pas les extraterrestres après tout. Ouf! Le ciel nous tombe sur la tête. Les personnes qui ont déjà vu ces nuages affirment qu'ils semblent tomber du ciel. Les nuages Mammatus ressemblent à de gigantesques chamallows blancs et grumeleux, mais il serait bien difficile de les faire griller. Ces étranges nuages dufteux peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres dans n'importe quelle direction, restant visibles pendant de courtes périodes au bas d'un cumulonimbus ou d'autres nuages d'orage. Ces étranges formations sont dues aux turbulences au sein même de l'orage, créant une base nuageuse irrégulière. Ils peuvent apparaître partout dans le monde. Les mammatus se forment lorsque de l'air humide descend dans de l'air sec. L'air doit être plus frais que son environnement, refroidi par de la glace ou encore chargé d'eau. Le volcan Kawah Ijen, situé en Indonésie, n'est pas une montagne de lave ordinaire. Au lieu de produire de la fumée noire et de la lave rouge, comme le font la plupart des volcans, cette excentrique montagne laisse échapper une flamme bleue et de la lave bleue électrique. Ce phénomène se produit car le volcan contient des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Et lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air brûlant et sont éclairés par la lave en fusion, ils commencent à devenir bleus. Malheureusement, tu ne peux voir ce spectacle envoûtant que la nuit. Mais tu peux le sentir toute la journée. À propos, le plus grand lac acide du monde se trouve aussi à l'intérieur de ce cratère. La mer Morte a une forte concentration de sel et de minéraux par rapport à d'autres mers, même si techniquement c'est un lac. Il est presque impossible de s'y baigner, mais les gens s'y rendent pour profiter de substances chimiques naturelles pour le corps. Flotter à la surface est un excellent moyen de se détendre. Cette ancienne étendue d'eau a reçu son nom car, étant 9,6 fois plus salée que les océans, aucun organisme macroscopique ne peut y vivre. On n'y trouve que quelques bactéries et champignons qui apprécient le sel. C'est aussi l'endroit le plus bas de la Terre, à 427 mètres sous le niveau de la mer. Il existe une grotte de cristal souterraine au Mexique et elle ressemble à un monde interstellaire. Elle se trouve à environ 305 mètres sous la surface.
et chaque pointe mesure jusqu'à 11 mètres de long et pèse jusqu'à 55 tonnes. Ces cristaux font partie des plus grands du monde. La plage de Luskentyre est une étendue sans fin de dunes de sable blanc et d'eau azur. Mais ne te laisse pas tromper par cet aspect tropical, elle est située en Écosse. C'est pourquoi elle a cette apparence en mai et juin seulement. En décembre, l'endroit ne reçoit en moyenne qu'1 heure d'ensoleillement par jour, ce qui le rend tout aussi spectaculaire, mais dans un style monochrome. Les Georgia Guidestones sont une structure de pierre géante disposée en étoiles. Elle comporte des inscriptions en 8 langues, dont l'hindi, le chinois et le swahili. Elle présente également un calendrier astronomique terminé en 1980 et a été érigée pour durer des siècles. Personne ne sait qui l'a construite ni pourquoi. Dans le centre de la Californie se trouve le parc national de Sequoia, où l'on peut marcher dans la forêt des géants. Il existe depuis des milliers d'années. Plus de 8000 séquoias colossaux règnent sur la Terre et 10 d'entre eux font partie des plus grandes plantes vivantes du monde. Le général Sherman est estimé avoir près de 2700 ans et il est considéré comme le plus grand arbre vivant connu au monde en termes de volume. Les célèbres têtes de pierre de l'île de Pâques existent depuis des centaines d'années. Personne ne sait exactement pourquoi elles ont été construites. Certains scientifiques pensent que la population locale croyait que les statues rendraient le sol plus fertile. L'analyse du sol a prouvé que les têtes ont bien fait leur travail. C'est le meilleur endroit de l'île pour l'agriculture. La composition chimique des anciennes sources d'eau chaude de Pamukkale, en Turquie, donne un aspect magique à l'eau qui se déverse sur le bord. Elles sont bénéfiques pour purifier non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Tout au fond de l'Arabie Saoudite se trouve un rocher parfaitement tranché en son centre, avec ses 2 moitiés posées parallèlement. Ce qui rend Al-Nasla si unique, c'est qu'il n'a pas été fait artificiellement, mais est le résultat du travail de la nature au fil des siècles. Ce glacier peut donner l'impression que quelqu'un a laissé tomber des tonnes de peinture rouge au milieu de l'Antarctique, mais c'est en fait une couleur naturelle. Les chutes de sang sont le résultat d'une eau extrêmement salée mélangée à de l'oxyde de fer, ce qui donne cette ambiance sinistre au milieu de nulle part. Début mai 2018, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont pu observer l'un des phénomènes les plus effrayants et les plus dangereux qui soient, une tornade à très longue trajectoire. L'effrayant phénomène naturel a commencé sa course non loin de Charleston, dans le New Hampshire, et s'est dirigé vers la ville de Webster, dans le comté de Merrimack. Il a fallu 33 minutes à la tornade pour parcourir 58 km et devenir la 3e sur la liste des tornades à la trajectoire la plus longue en Nouvelle-Angleterre. Aux Philippines, tu peux nager dans des eaux parmi les plus cristallines du monde et découvrir un monde sous-marin sous tes pieds dans la province de Palawan. La ville de Coron possède des plages de sable blanc avec de nombreux petits bateaux qui naviguent dans les nombreux paysages étonnants. Tristan da Cunha est un petit archipel volcanique de l'Atlantique dont les plus grosses voisines sont les villes de Buenos Aires en Argentine et Le Cap en Afrique du Sud. Il faut 7 jours de bateau pour se rendre dans ce lieu unique. Si tu veux t'échapper du reste du monde en séjournant parmi les 280 habitants, tu auras l'impression d'être loin de tout. Pendant la première semaine de janvier 2018, un temps exceptionnellement froid sévissant dans le nord-est des États-Unis a gelé l'océan Atlantique à North Falmouth, dans le Massachusetts. L'océan était tellement gelé que les gens pouvaient marcher sur les vagues. C'est évidemment quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Le sable rouge est ce qui rend cette plage si unique, et la raison pour laquelle les touristes affluent au Tianjin, en Chine. Une plante de couleur rouge appelée Suaeda salsa vit dans l'eau salée. Toute la plage est recouverte de rouge et seule la couche supérieure de la mer est visible. S'il y a bien une chose qui semble défier la gravité, c'est la pierre de Davasco en Argentine. L'énorme rocher de 300 tonnes se tient de façon précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre sous l'effet du vent. Les gens l'ont même vérifié en mettant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est soudainement tombé du perchoir qu'il occupait depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil ont été si attristés par cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre. Ils en ont fabriqué une réplique en plastique et l'ont placée au même endroit et dans la même position.
Ainsi, même aujourd'hui, en passant par Tandil, tu peux voir son célèbre rocher en équilibre, même si c'est davantage un symbole, puisqu'il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est néanmoins immédiatement reconnaissable. Socotra est une île aux allures extraterrestres située au large des côtes du Yémen, dans l'océan Indien, avec l'un des arbres les plus uniques au monde. On l'appelle le dragonnier et on ne le trouve que sur cette île étonnante. En 2008, elle a été reconnue comme un site du patrimoine mondial. Si tu vois un jour une colonne d'air compacte et brûlante, ne panique pas, ce n'est pas la fin du monde. La combinaison effrayante de bruits de tourbillons et de brasiers brûlants signifie que tu es sur la trajectoire d'une tornade de feu. Ce phénomène dangereux se produit principalement pendant les feux de forêt. Les incendies créent une grande zone d'air très chaud juste au-dessus du sol. Lorsque cet air brûlant se mélange à l'air plus frais situé plus haut, il en résulte un tourbillon qui brasse des débris brûlants et des flammes. Les tornades de feu les plus puissantes peuvent s'étendre sur des centaines de mètres dans le ciel. La Maison du Mystère à Gold Hill, dans l'Oregon, étonne ses visiteurs avec des effets défiant la gravité. Tu ne peux pas te tenir droit. Tu te penches toujours sur le côté et tu dois te tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les balles roulent vers le haut et il y a un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à presque tout le reste dans la cabane. Les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit avant même que la maison n'y soit construite, et elles évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la cabane ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née. En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité, une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Si tu voyages aux Philippines, en Indonésie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu auras la chance de voir certains des arbres les plus insolites et les plus joyeux du monde. Le tronc de l'eucalyptus arc-en-ciel a l'air d'avoir été peint en orange, vert, rouge, violet, jaune, marron et bleu. Certains arbres sont si lumineux qu'ils semblent artificiels. L'eucalyptus arc-en-ciel perd régulièrement des bandes d'écorce, ce qui révèle une couche verte brillante en dessous. Un peu plus tard, cette couche verte change progressivement de couleur et comme la mue se produit à un moment différent à différents endroits du tronc, l'arbre commence à avoir un aspect multicolore et très attrayant. Le Yémen abrite les plus vieux gratte-ciel et la plus ancienne métropole du monde. L'ancienne ville de Shibam est considérée comme le Manhattan du désert, en raison de la collection de bâtiments en terre qui sortent du sol du désert. Elle servait d'étape pour les caravanes pendant l'Antiquité. Imagine, tu es en train de regarder un volcan entrer en éruption, ce qui est déjà un spectacle assez effrayant en soi. Mais soudain, tu remarques des éclairs inquiétants qui illuminent le ciel au-dessus du volcan. Cela fait passer le caractère cauchemardesque de l'expérience à un tout autre niveau. L'une des causes de ce phénomène est l'électricité statique, qui se produit lorsque des particules de cendres denses se frottent les unes aux autres, pas très haut au-dessus du sol. L'autre cause des éclairs volcaniques se trouve très haut au-dessus de la surface, près de la stratosphère, où des cristaux de glace en mouvement chaotique libèrent de puissantes décharges. Le Salar d'Uyuni donne parfois l'impression d'être un gigantesque miroir, mais il s'agit en fait d'un désert de sel plat de plus de 10 000 km². Il est situé en Bolivie, le pays le plus élevé d'Amérique du Sud. Ce miroir naturel est un vestige de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a longtemps. Même s'il a l'air plat, la technologie GPS a prouvé qu'une partie du paysage présente de petits reliefs qui font moins de 3 cm de haut. La zone contient environ 10 milliards de tonnes de sel. Si tu y arrives au bon moment, certains des lacs voisins y déversent une fine pellicule d'eau, ce qui donne cette impression de miroir du ciel. De nombreux habitants y extraient du sel et du lithium. Et au fait, n'oublie pas de visiter le premier hôtel de sel du monde lors de ton passage. Tu peux trouver une véritable montagne arc-en-ciel au Pérou. Les scientifiques ne savent toujours pas l'expliquer. Ce pic coloré est difficile à atteindre, mais voir les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes et roses dans la nature est un spectacle qui vaut tous les efforts. Cette chose qui ressemble à des soucoupes volantes gelées est en fait un ensemble de poches de méthane hautement inflammables et combustibles. Piégés sous l'eau, ils forment des paysages psychédéliques et des motifs étonnants. Typiques des lacs du Nord, comme le lac Abraham en Alberta, au Canada, ces bulles apparaissent lorsque des feuilles, des plantes et des animaux morts tombent dans l'eau et sont consommés par des bactéries. Ces bactéries excrètent ensuite du méthane.
Fin mars 2018, les habitants d'Europe de l'Est ont été témoins d'un événement aussi beau qu'effrayant. Des skieurs ont glissé sur des pistes oranges sous un ciel teinté de rouge. À la fois perplexes et excités, les gens ont décrit cette expérience comme une promenade sur Mars ou une descente de dunes de sable à ski. Mais aussi mystérieux que ce phénomène puisse paraître, il a une explication aussi simple que décevante. La responsable de ce paysage extraterrestre était une puissante tempête de sable arrivée tout droit du désert du Sahara. Cette tempête a charrié des particules de poussière, de sable et de pollen qui ont coloré la neige en orange. Ce n'est pas un phénomène naturel isolé. Les météorologues affirment que la neige orange recouvre l'Europe de l'Est au moins une fois tous les 5 ans. Les 20 et 21 février 2018, les habitants du nord-est des États-Unis ont vécu l'un des événements météorologiques les plus extraordinaires de ces derniers temps. Et c'était une vague de chaleur. Oui, en février. En fait, il s'agissait de la vague de chaleur hivernale la plus impressionnante depuis que les relevés météorologiques officiels ont commencé dans les années 1800. Par exemple, à Freiburg, dans le Maine, les gens enlevaient leurs manteaux alors que la température atteignait un surprenant 21 degrés Celsius. À Fitchburg, dans le Massachusetts, les habitants confus n'ont eu d'autre choix que de chausser leurs sandales lorsqu'ils ont vu la température extérieure, 27 degrés Celsius. La même chose s'est produite à Harrisburg, en Pennsylvanie, où la température a atteint 28 degrés Celsius, et à Wells, dans le Maine, où le thermomètre indiquait 25 degrés Celsius. Il y a environ 11 000 ans, dans l'actuelle Turquie, alors qu'aucune ville ni aucun outil en métal n'existait, des artisans incroyablement habiles ont achevé le site de Göbekli Tepe. On ignore encore comment ils ont réussi à ébrécher et à soulever des blocs de calcaire 3 fois plus lourds qu'un T-Rex, ou même ce qu'ils symbolisent. Un fait époustouflant concernant la Devil's Tower dans le Wyoming, aux États-Unis, est que les scientifiques ne savent toujours pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 264 mètres, dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Ce morceau de pierre s'est simplement élevé au milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi élevé? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Le parc national des lacs de Plitvice est une attraction touristique majeure en Croatie et un site appartenant au patrimoine mondial, avec les nombreux animaux et plantes uniques qui s'y côtoient. Il ressemble à un décor de film, avec des chutes d'eau infinies qui coulent de toutes parts et des lacs limpides tout autour. Au milieu des années 1980, un plongeur sous-marin a découvert la structure sous-marine de Yonaguni au large des côtes du Japon. Les scientifiques sont persuadés que cet ensemble de reliefs est vieux de plusieurs milliers d'années, mais ils n'arrivent toujours pas à déterminer s'il est naturel ou artificiel. S'il s'avère qu'il s'agit d'une ville ancienne, le nouveau mystère est le suivant. Quelle civilisation perdue l'a construite et comment est-elle arrivée au fond de la mer? La formation de ces roches n'est pas le résultat du travail de quelques humains. Elles ont été créées par des éruptions volcaniques intenses. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les roches de la chaussée des Géants, en Irlande, ont une forme si étrange. En 1812, pour une raison inconnue, un fermier anglais a payé un peintre local pour élever des tonnes de terre sur le flanc d'une colline et remplir les contours avec de la craie. Le peintre s'est enfui avec l'argent, de sorte que le fermier a dû payer une deuxième fois pour que le cheval blanc d'Alton Barnes soit achevé. En Islande, les chutes noires tirent leur nom des colonnes de lave sombres qui l'entourent. La base de la cascade est constituée de roches escarpées. Toute la structure a inspiré l'architecture islandaise que l'on observe dans certains de leurs célèbres bâtiments. Tu peux voir des cheveux de glace dans la forêt par une nuit d'hiver humide. Ressemblant à de la barbe à papa ou à une perruque de cheveux blancs, des cristaux de glace inhabituels poussent sur le bois pourri. Malheureusement, cette beauté fond dès que le soleil se lève. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont compris ce qui crée les cheveux de glace. Et les responsables sont en fait des champignons. Ils permettent à la glace de former des cheveux très fins et l'aident à garder cette forme tout au long de la nuit. Lorsque ce type particulier de champignon n'est pas présent, au lieu de cheveux fragiles, la glace forme une structure semblable à une croûte. L'une des causes les plus courantes des feux de forêt est la poudre provenant des orages. Mais as-tu déjà entendu parler d'un feu de forêt qui ait déclenché un orage? Un tel événement s'est produit le 11 mai 2018, non loin d'Amarillo, au Texas. Le super incendie Mallard n'a pas seulement créé un nuage massif et dense, haut dans les airs. Sa chaleur a aussi provoqué un violent orage qui a ensuite déversé des tonnes de grêlons à 100 km de là, dans le comté de Wheeler. Carenge est le site le plus étrange du Nebraska.
Son auteur a étudié Stonehenge et a créé sa propre version à partir de vieilles voitures en hommage à son père. Certaines voitures se dressent comme des monolithes, d'autres sont reliées en arches. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait tout cela, le créateur a répondu « Et pourquoi pas ?» Une autre copie de Stonehenge a été découverte au fond du lac Michigan en 2007. Il s'y trouve en effet un ensemble de rochers en cercle présentant des gravures de mastodontes. Cette bête a cessé d'exister il y a plus de 10 000 ans, donc la sculpture doit être plus ancienne que cela. Son emplacement est gardé secret pour le public. Bonne chance pour le trouver. La baie d'Hudson, au Canada, est probablement le seul endroit au monde où la gravité est plus faible que partout ailleurs sur la planète. Et même les sceptiques sont obligés d'y croire, car la différence a été mesurée avec des équipements de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité y est aussi faible que, disons, sur la Lune ? Malheureusement, non. La différence est infime. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200 de %. Tu ne pourrais pas la ressentir même si tu y prêtais attention. Les scientifiques affirment que cette anomalie est due à la couche de glace qui a recouvert la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a déplacé le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Mais dans un avenir lointain, la gravité reviendra à la normale. En 2010, des poissons fossilisés ont été découverts à 400 km à l'ouest du Nil, où le désert du Sahara était plus aride que jamais. Cette découverte fortuite a conduit les scientifiques à penser qu'il aurait pu y avoir une mer là où se trouve actuellement le Sahara. Ils ont donc mené une étude géologique de la zone, et cela a donné des résultats inattendus. Ils ont trouvé des preuves de quelque chose d'énorme sous les sables, et cela ne faisait pas partie d'une mer. Pendant plusieurs mois, la recherche s'est poursuivie avec des équipements GPS sur le terrain et, plus tard, lorsque toutes les données au sol ont été recueillies, les scientifiques ont observé la zone depuis un satellite. La vue était stupéfiante. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme bassin sous le désert, avec un autre plus petit à proximité. Sur les rives de ces bassins, d'anciens campements humains avaient été découverts. Et maintenant, les chercheurs sont enfin en mesure de savoir pourquoi ils avaient choisi ces endroits pour vivre. Il y avait un lac aux proportions impressionnantes. Plus de 109 000 km² d'eau douce au total, soit environ la moitié de la taille du lac Michigan. Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent, et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu ? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique.
Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller.
Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre-bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois, et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que ce machin fait là? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avaient pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents
perturbe le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapairait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que des habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages.
Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet les petits canards! Hey, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal? Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit?
Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet, puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plages vertes jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit.
On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne, située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux ? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Tu te trouves sur un bateau quand tu remarques de l'écume à proximité. On dirait qu'un énorme navire vient de couler à cet endroit, mais tu ne vois là aucun débris. De la vapeur s'élève au-dessus de l'eau et de grosses bulles apparaissent à la surface. Au bout de quelques minutes, tu vois un petit morceau de terre émerger juste sous tes yeux. Il libère des flammes et de la lave. Des millions de litres d'eau s'évaporent de la bouche du volcan. Terrifié, tu t'éloignes de cet endroit. Pendant les 3 prochaines années, le petit îlot couvert de volcans sortira lentement de l'eau. Chaque jour, il entrera en éruption et emplira le ciel de cendres noires. Lorsque la cendre se déposera, elle se mélangera à l'eau pour former un rivage. Cette éruption a duré 3 ans. Et finalement, en 1967, l'île de Surtsey, sur la côte sud de l'Islande, était entièrement formée. Surtsey est l'une des rares îles qui est émergée des profondeurs jusqu'à la surface de la mer. Mais il est presque impossible d'y accéder. L'île possède un écosystème unique. Et les chercheurs veulent découvrir comment il va se développer sans influence humaine. Seules quelques personnes au monde ont la permission de se promener sur cette île. Depuis de nombreuses décennies, les esprits sont préoccupés par le mystère de l'île de Pâques. Un morceau de terre volcanique isolé, loin dans l'océan Pacifique. Mais notre planète abrite des milliers d'îles solitaires de ce genre. Qu'est-ce que celle-là a de si particulier ? Le mystère ne se cache pas dans l'île elle-même, mais dans les statues de pierre géantes qui la recouvrent. Qui a créé ces énormes têtes de pierre célèbres dans le monde entier ? Ont-elles servi à quelque chose de précis ? Rapa Nui, qui est le nom donné à l'île de Pâques par ses habitants, est aujourd'hui le territoire du Chili et se trouve dans le sud de l'océan Pacifique. Et elle est si loin de tout que tu peux facilement la considérer comme l'un des endroits les plus reculés de la carte. Le seul moyen de transport qui puisse t'y emmener est l'avion. Si tu désires accéder à cette destination, tu devras passer 5 heures à bord d'un vol de Santiago jusqu'à l'île de Pâques. Ces statues portent le nom de Moai. Elles ont commencé à être sculptées entre le XIIIe et le XVe siècle. Les sculptures de Rapa Nui sont facilement reconnaissables grâce à leur visage particulier. Elles ont de longs nez, des mentons volontaires, des oreilles rectangulaires, de lourds sourcils et des yeux profondément enfoncés. Il est assez curieux que leurs narines se recourbent comme elles le font. Au début, les gens pensaient que les statues n'étaient composées que de leur tête. Mais à leur grande surprise, il s'est avéré que des corps complets étaient rattachés à celles-ci. Cela n'a été découvert que lors de fouilles récentes, en mai 2012. Les corps étaient simplement cachés sous terre. Pourtant, les têtes de ces statues, visibles au premier coup d'œil, représentent les 3/8 de la taille de chaque statue. Quant aux bras, ils sont sculptés contre les corps, reposant dans différentes positions. La plupart des statues, 834 sur les 887 recensées, ont été sculptées dans un matériau appelé tuff, qui est en fait de la cendre volcanique compressée. Curieusement, toutes les statues, à l'exception d'un groupe, sont tournées vers l'intérieur des terres, ce qui signifie qu'elles tournent le dos à l'océan. La raison en est peut-être la croyance qui voulait que ces statues soient les protectrices des villageois. C'est pourquoi elles dominent la petite colonie. Les seules sculptures qui ne correspondent pas à ce schéma se trouvent à Ahu-Akivi, un lieu sacré pour le peuple de Rapa Nui. On se demande encore comment des statues d'un poids aussi conséquent ont pu être réparties sur toute l'île. De plus, en 1722, les premiers Européens n'y ont rencontré qu'une petite population locale, comprenant entre 1,5 million et 3 000 individus. Comment un nombre si réduit pourrait-il expliquer les centaines de statues présentes sur l'île ? Le mystère qui entoure la façon dont les Rapa Nui sont parvenus à déplacer ces statues a mis les chercheurs au défi pendant bien longtemps. Dans les années 80, certains ont même décidé de recréer une de ces statues et d'étudier la possibilité de la déplacer ensuite.
Plusieurs décennies ont passé et un autre groupe de chercheurs américains a suggéré que les habitants de l'île auraient pu attacher des cordes autour des énormes statues et les mouvoir ainsi en reproduisant une sorte de marche. Ils ont étayé leur théorie par la pratique en déplaçant une réplique grandeur nature au moyen de cette méthode. En fait, leur idée pourrait expliquer pourquoi le folklore de Rapa Nui affirme que les statues étaient capables de marcher grâce à leur magie. Et elle explique, bien sûr, la façon dont les statues ont été transportées à l'endroit prévu. Notre prochain arrêt se trouve au Brésil, bien loin de Sao Paulo. C'est là que tu peux trouver une île à laquelle il est presque impossible d'accéder. Mais si tu y parviens, il est peu probable que tu la quittes un jour. On l'appelle l'île aux serpents. Il n'y a aucun autre endroit sur la planète où l'on trouve une telle concentration de ces reptiles. Ils sont les seigneurs et maîtres de l'île, car aucun autre animal ne peut survivre parmi eux. Les serpents qui se trouvent ici figurent parmi les espèces les plus venimeuses au monde, les trigonocéphales insulaires. Leur venin est extrêmement puissant et agit très rapidement. Si tu laisses ce reptile mordre un morceau de viande crue, par exemple, l'endroit autour de la morsure commencera à fondre. C'est super encourageant. Imagine que tu te trouves sur cette île et que les serpents ne te mordent pas. Bon, la chose la plus intéressante que tu puisses y trouver est un vieux phare. Il est caché par le feuillage dense de la jungle environnante. Des gens ont vécu sur cette île il y a très longtemps, et la rumeur prétend que les derniers gardiens se trouvaient dans le phare lorsque les serpents ont fait irruption. Personne n'y a vécu depuis. La façon dont ces serpents uniques sont apparus sur l'île reste un mystère. La légende la plus répandue voudrait qu'un pirate soit venu ici il y a longtemps. Il aurait caché son trésor quelque part sur l'île, puis aurait laissé quelques serpents à l'endroit où le coffre était caché. Le pirate espérait que les reptiles éloigneraient les curieux de son or et de ses joyaux. Mais depuis, ces quelques serpents ont réussi à accroître leur population de plusieurs milliers. Et il paraît que certains d'entre eux portent des bijoux. Non, là je plaisante. Même si tu voulais te rendre sur l'île, pour une raison ou pour une autre, sache que les gardes-côtes t'en empêcheraient. Seules quelques personnes, affublées de combinaisons de protection spéciales, peuvent s'y rendre pour mener des recherches scientifiques. Suzy arrive à bord d'un petit bateau. Dès qu'elle met pied à terre, elle se met à filmer en direct sur son téléphone. Partout sur l'île, elle enregistre des poupées suspendues à des arbres. Elles ont toutes des vêtements, des tailles et des visages différents. On compte environ une douzaine de ces jouets effrayants sur chaque arbre. La pluie et le soleil brûlant ont déformé leurs visages. Elles sont recouvertes de mousse et de verdure et ont pris des formes sinistrement effrayantes. Il y a des rumeurs selon lesquelles elles prendraient vie la nuit. Tu veux vérifier ? Écrit l'un des abonnés. Pas de problème, rétorque Suzy. Le soleil descend sous l'horizon et l'obscurité s'abat sur la forêt. Suzy se promène parmi les arbres. La lune éclaire son chemin. Elle fait un feu pour se réchauffer. À ce moment-là, elle entend un bruit étrange. Elle remarque des mouvements du coin de l'œil. Son téléphone s'éteint. Suzy lève les yeux et voit qu'une des poupées, éclairée par les flammes, tourne la tête dans sa direction. Elle hurle et s'enfuit de cet endroit en courant. Bien sûr, la poupée n'a pas bougé. On peut remarquer un petit oiseau posé derrière sa tête. Quelques jours plus tard, Suzy a découvert qu'un habitant de Mexico s'était installé sur l'île dans les années 50 et l'avait remplie de jouets. Après avoir récupéré des poupées dans les décharges et les canaux de l'île, il a passé plusieurs années à décorer chaque arbre. Au début, cela avait l'air étrange et excitant pour les touristes. Puis, à mesure que les poupées ont commencé à vieillir et à pourrir sur place, cet endroit est devenu encore plus attrayant. Il existe plusieurs mythes sur les raisons de l'obsession de cet homme. Bon, Suzy en a assez de ces mystères et de ces endroits glauques. Maintenant, elle aimerait admirer quelque chose de majestueux créé par la nature. Elle se rend dans le parc national de Sequoia, en Californie, où poussent les arbres les plus hauts. Elle admire Bush Bay, l'un des plus grands arbres du monde, un séquoia géant. On l'appelle le général Sherman, et il a environ 2000 ans. Le seul volume de cet arbre est comparable à la moitié de celui d'une piscine olympique. En dépit de son âge, ce n'est toutefois pas le plus vieux. On trouve des séquoias dans le parc qui sont apparus il y a 3000 ans. Et l'arbre le plus haut du monde pousse ici, en Californie. C'est encore une fois un séquoia, répondant au nom d'Hyperion. Il représente près d'un tiers de la hauteur de la tour Eiffel. Imagine la vue qu'on peut avoir depuis la cime de l'arbre. À présent, Suzy se rend sur l'île de Madagascar. Elle y va pour voir des baobabs uniques. On dirait que quelque chose les a arrachés du sol, les a retournés et les a replantés là. Les baobabs font partie des arbres les plus majestueux au monde, et un grand nombre se trouve ici, dans l'allée des baobabs. Mais tu peux aussi en voir en Australie, ainsi qu'en Afrique du Sud.
Leurs troncs sont semblables à des éponges. Ils se dilatent et absorbent l'humidité pendant la saison des pluies. Les éléphants aiment particulièrement la boire. Ils arrachent les parties du tronc et les mâchent pour étancher leur soif. La nuit, des fleurs éclosent sur les baobabs. Elles exhalent un parfum de lait caillé et attirent les chauves-souris. Mais la chose la plus intéressante est que le baobab ne se dessèche pas pour finir par tomber comme les autres arbres à la fin de sa vie. Il s'effrite, se tasse et laisse un tas de débris derrière lui. Les mystérieux jardins du diable dans la forêt amazonienne te rappellent-ils quelque chose? Son de cloche. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'un phénomène effrayant. C'est l'œuvre d'insectes minuscules mais puissants, les fourmis citrons. Ces dernières injectent un herbicide naturel, l'acide formique, dans toute plante qui n'appartient pas à l'espèce d'arbre qu'elles abritent. Ce faisant, elles créent un espace pour la croissance de leur maison arboricole, ce qui permet à la colonie de fourmis de s'étendre en occupant de nouveaux sites de nidification dans les jeunes arbres. C'est un jardinage pour le moins efficace, si tu veux mon avis. Mais ne t'y méprends pas, ces jardins du diable ne sont pas simplement qu'un tas de vieux arbres ennuyeux. Il s'agit en fait d'anomalies botaniques qui poussent très lentement chaque année, et certaines d'entre elles ont plus de 800 ans. Qui aurait cru que les fourmis pouvaient créer des structures aussi impressionnantes et durables? Bien sûr, la forêt tropicale humide reste l'un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète, avec une remarquable variété de plantes. Mais il est fascinant d'observer le contrôle que les fourmis peuvent exercer sur leur environnement, en créant des structures monospécifiques dans un écosystème aussi complexe. Mais d'où vient ce nom de « jardin du diable » ? Nous savons que les fourmis en sont responsables, mais quelque chose d'autre se cache-t-il dans la forêt amazonienne ? Imagine, tu te promènes en admirant le feuillage luxuriant, quand soudain tu tombes sur une clairière. Mais attends, ce lopin de terre a quelque chose d'étrange. Il n'y a pas la moindre plante, juste une poignée d'arbres qui se dressent seuls dans la terre. Que se passe-t-il par ici ? Il est facile de comprendre comment les gens ont trouvé ce surnom, après avoir vu cette étrange étendue de végétation. Et, comme le font généralement les humains, ils ont inventé une légende épatante pour étayer leur histoire. On raconte que l'habitant de cette sinistre oasis était un esprit maléfique capable de changer de forme. Un peu comme moi au lavage. Je plaisante. Ce petit bonhomme était censé ressembler à un être difforme, marchant sur un sabot et un pied humain. Mais ne t'y trompe pas. On relate qu'il disposait de toute une panoplie de tours dans son sac, y compris la capacité de se transformer en quelqu'un que tu connaissais et de te conduire à ta perte. Ce n'est là qu'un mythe, mais tu dois bien admettre qu'il semble un peu convaincant, n'est-ce pas ? Outre l'ingéniosité de ces fourmis paysagistes, la forêt amazonienne recèle de nombreux mystères encore non résolus. Comme ces géoglyphes inhabituels, par exemple. L'homme a su faire preuve de créativité avec la surface terrestre depuis des temps immémoriaux. Les géoglyphes ne sont que l'une des nombreuses façons dont nous avons laissé notre empreinte sur cette planète. En gros, on prend du sable ou des pierres, on les déplace un peu par-ci par-là, et voilà. On obtient un motif amusant qui se détache nettement de la toile de fond du terrain alentour. Une nouvelle étude a révélé que la région abritait jusqu'à 1 million de personnes avant l'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde en 1492. Ça fait pas mal de monde, et ils ont laissé derrière eux des choses plutôt stylées. La forêt amazonienne est déjà extraordinaire en soi, puisqu'elle abrite près d'une espèce sur 10 connue dans le monde et près d'un oiseau sur 5. Mais sais-tu qu'au cours des dernières décennies, les archéologues ont découvert des preuves de l'existence de nombreuses sociétés vastes et complexes qui auraient habité l'Amazonie ? Il s'avère que la forêt amazonienne n'était pas seulement une étendue de nature vierge, mais aussi un centre d'activité humaine. Ces géoglyphes sud-américains sont particulièrement intéressants. Il s'agit d'énormes structures combinant des formes carrées, circulaires et hexagonales. Les archéologues ont trouvé très peu de vestiges d'habitation à l'intérieur de ces enceintes, ce qui suggère qu'il ne s'agissait pas de peuplements humains. L'explication la plus probable est qu'ils étaient utilisés pour des rassemblements rituels. La fonction exacte de ces structures reste cependant un mystère. Pour déterminer l'étendue des peuplements humains en Amazonie, les scientifiques se sont concentrés sur le bassin du cours supérieur de la rivière Tapajós, un affluent majeur de l'Amazone. À l'aide d'images satellites, ils ont découvert 81 nouveaux sites archéologiques dans le bassin de la rivière, soit un total de 104 terrassements. Cela signifie qu'il ne se trouve aucun écart dans le réseau de fondations qui s'étend sur la bordure méridionale de l'Amazonie. Lorsque les chercheurs ont conduit des études sur 24 de ces sites, ils ont découvert des preuves que ceux-ci étaient autrefois habités.
Ces sites remontent de 1250 à 1500 après Jésus-Christ et s'étendent sur une largeur allant de 30 à 400 mètres. Les plus grands étaient typiquement des colonies fortifiées de forme hexagonale, ce qui suggère un certain degré de planification et d'uniformité dans leur construction. Sur la base de la taille et de la répartition des ouvrages de terrassement, les chercheurs ont suggéré que des peuplements similaires auraient pu s'étendre sur environ 400 km² de la rive sud de l'Amazone, abritant une population de 500 000 à 1 million d'individus à la fin de l'époque précolombienne. Bien entendu, cette nouvelle étude ne signifie pas pour autant que la forêt amazonienne ait jamais été une mégalopole grouillante d'activité. Elle est encore en grande partie inexplorée. Et nous n'avons donc aucune idée de la manière dont les populations précolombiennes étaient réparties en Amazonie. Mais il est passionnant d'en apprendre davantage sur ces sociétés anciennes et sur les objets fascinants qu'elles ont laissés derrière elles. Les scientifiques prévoient d'effectuer d'autres fouilles dans le bassin supérieur du Tapajós afin d'affiner leur compréhension des évolutions culturelles qui s'y sont produites. Qui sait ce qu'ils trouveront ensuite? Peut-être une cité perdue pleine de trésors et d'aventures? C'est également dans le vaste habitat de l'Amazonie que se cache cette autre créature excentrique. As-tu déjà entendu parler des dauphins roses de l'Amazone? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses à leur sujet. Mais avant toute chose, parlons de leur apparence. Imagine un petit dauphin de couleur claire avec un nez et des lèvres roses. C'est un peu la Barbie des dauphins. À part ça, ils ressemblent à des dauphins ordinaires, avec un corps dodu, un front bombé, un museau effilé, des joues potelées et de petits yeux. On les trouve dans des pays comme la Bolivie, le Brésil, la Colombie et le Pérou. C'est également la seule espèce de dauphin de rivière que l'on trouve dans le fleuve Amazone. Malheureusement, ces petits bonshommes sont officiellement une espèce en danger critique d'extinction, de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de spécimens disponibles que les scientifiques puissent étudier. Aucun autre nom n'est plus célèbre en matière d'exploration de la forêt amazonienne que celui de Percy Fawcett. Il a consacré sa vie à explorer la région à la recherche d'une ville perdue, et pas n'importe quel patelin, mais une cité ancienne et mystérieuse qu'il a baptisée Z. On se croirait tout droit sorti d'un film d'Indiana Jones, n'est-ce pas? Fawcett était né en Angleterre en 1867 et a eu une carrière bien remplie avant de se lancer dans l'exploration. Mais sa profession ne l'a pas empêché de réaliser son rêve d'explorer l'Amérique du Sud. En effet, il a effectué 7 expéditions en Amazonie entre 1906 et 1924, se rapprochant à chaque fois de la découverte des secrets de Z. Permets-nous maintenant de te parler un peu de la taille de la forêt amazonienne, qui ne s'est jamais posé la question. Elle est si grande que l'on pourrait y faire tenir l'ensemble du Royaume-Uni et de l'Irlande 17 fois. Cela fait beaucoup d'arbres et d'animaux à affronter. Mais Fawcett était prêt à relever le défi. Malgré tous ses efforts, cependant, il n'a jamais pu retrouver la cité perdue de Z et a malheureusement disparu lors de sa dernière expédition en 1925. Mais son héritage s'est perpétué au fil des années, inspirant de nombreuses personnes à devenir elles-mêmes archéologues ou explorateurs. À vrai dire, un livre intitulé « La cité perdue de Z » a été écrit sur les aventures de Fawcett et a même fait l'objet d'un film. Il n'y a pas là que des mystères cachés et une nature luxuriante. Près d'1 million d'autochtones vivent et prospèrent au sein de la forêt amazonienne. En effet, ils chassent, pêchent, cultivent et ont même accès à la médecine moderne, ainsi qu'à l'éducation. Mais le hic, c'est que la plupart de ces gens ne sont pas très enclins à fréquenter les étrangers. Et compte tenu de l'histoire, peut-on les en blâmer? Pendant des années, les bûcherons, les mineurs et autres éleveurs se sont fort mal comportés à l'égard de ces communautés. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est donc pas étonnant que certaines tribus aient choisi de demeurer à l'écart et de se protéger des dangers du monde extérieur. En fait, en 2018, les autorités brésiliennes sont parvenues à saisir un cliché d'un homme surnommé l'Indien au trou. Il était le dernier membre de sa tribu. Mais ne te sens pas trop mal pour lui. Il était parfaitement à même de se débrouiller tout seul et avait clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par les visiteurs venus de l'extérieur. Les autorités avaient toutefois pour habitude de lui laisser des graines et des outils, jusqu'à sa mort en août 2022. Tu viens d'arriver à ton endroit préféré sur une plage déserte. C'est tellement calme ici que tu commences à t'assoupir. Mais quand tu ouvres les yeux, c'est le choc. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une vraie maison, là, qui vient d'apparaître sur le rivage ? On dirait un peu le début d'un roman de science-fiction, mais pas si tu vis près de cette plage du Salvador.
on y trouve une maison abandonnée qui semble mystérieusement avoir été rejetée par les flots. Comment cette villa est-elle arrivée là? Et comment est-ce que personne ne l'avait remarquée jusqu'ici? Cette énigmatique bâtisse se trouve à 60 km au sud de San Salvador, la capitale du Salvador. Les habitants disent que la maison était autrefois un hôtel, portant le nom de Puerto Ventura. À l'époque de sa construction, son principal attrait était le fait qu'il se trouvait vraiment très proche de la mer. Malheureusement, les contremaîtres ont dû faire quelques erreurs. Une raison à cela, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un permis de construire officiel. L'hôtel était trop proche de l'eau et dangereusement exposé aux éléments. Cette villa, de style romain, se trouve à présent à seulement 15 mètres du bord de la mer lorsque la marée est basse. On ne peut y accéder que le matin. Car plus tard dans la journée, les marées remplissent complètement le rez-de-chaussée d'eau salée. Cet hôtel de 2 étages n'est désormais plus qu'une ruine. Sa façade est très impressionnante avec ses piliers à la romaine. Elle possède aussi de grandes fenêtres au 2e étage. Tu peux encore voir des parties de la structure en métal, ainsi de ce qu'il reste de la porte d'entrée du 2e étage. Il y a des gradins au sommet du bâtiment, les touristes viennent parfois s'y asseoir. De plus en plus de personnes parcourent la zone pour prendre des photos, même si arpenter la maison est un peu dangereux. On ignore depuis combien de temps elle se trouve là où elle est aujourd'hui. Mais certains des habitants affirment que ça fait au moins 20 ans. La plupart des gens ignoraient son existence jusqu'à sa découverte par un utilisateur de TikTok en 2021. Mais cela ne répond pas à la question. Comment l'hôtel s'est-il retrouvé à cet endroit? C'est là que les choses deviennent un peu floues. Tandis que certains habitants prétendent que le bâtiment a été abandonné il y a des décennies, d'autres affirment qu'il a été déserté après le passage de l'ouragan Mitch dans la région en 1998. L'ouragan Mitch fut l'un des phénomènes météorologiques les plus violents jamais enregistrés en Amérique centrale. Pendant la tempête, les vents ont soufflé à une vitesse de 290 km/h. Et l'ouragan a duré environ 15 heures. Il a également causé d'immenses averses et par suite, il y a eu des inondations et de nombreux glissements de terrain. Étant construit si près du littoral, l'ancien hôtel avait peu de chances de résister à ces conditions météorologiques extrêmes. Et il aura été littéralement entraîné. Après un moment passé sous le soleil brûlant, tu rêveras peut-être de boules de neige rejetées sur le rivage. Tu sais, pour que la température baisse un peu. Je ne plaisante pas. Cet étrange phénomène naturel s'est bel et bien produit en 2016. Une étendue d'environ 18 km le long de la côte du golfe de l'Ob, en Sibérie occidentale, a été recouverte par d'énormes boules de neige. À cause des basses températures, des petits morceaux de glace ont commencé à se former dans l'eau. Ensuite, le vent et les vagues les ont roulés et transformés en de gigantesques boules de neige. Certaines d'entre elles faisaient la taille de balles de tennis, mais d'autres faisaient jusqu'à 1 mètre de large. En 2012, une moto Harley-Davidson Night Train de 2004 est arrivée sur le rivage d'une plage de Colombie-Britannique. Elle avait été soigneusement placée à l'intérieur d'un conteneur de transport. Cela a pris du temps, mais on a fini par retrouver son propriétaire. Il s'appelait Ikuo Yokoyama. Et il avait perdu sa moto après le tsunami qui a frappé le Japon le 11 mars 2011. Pour arriver à sa destination finale, cette Harley-Davidson a parcouru plus de 6500 km. Pour célébrer son voyage et son arrivée, Yokoyama a fait don de la moto au musée Harley-Davidson de Milwaukee. Elle y est exposée depuis, des fois que tu voudrais la voir. Ce phénomène étrange te donnera l'impression que quelqu'un a renversé du liquide vaisselle sur la plage. Mais cela arrive souvent dans le Queensland. L'écume de mer y recouvre complètement le rivage plusieurs fois par an. Cela se produit surtout après une tempête, lorsque les vagues de l'océan déplacent la matière organique dissoute dans l'eau. En gros, c'est comme une machine à glace géante. Après le cyclone Debbie en mars 2017, certaines plages ont dû être fermées en raison des énormes quantités d'écume blanche. Le vent a même emporté une partie de cette écume dans les villes voisines, faisant croire aux habitants qu'il neigeait. Serais-tu surpris de voir un dé en métal rouillé de 2 mètres sur 2 échouer sur la plage de ton patelin? Parce qu'en 2017, les habitants de Cœur d'Allen, dans l'Idaho, l'ont certainement été. Il s'avère qu'il s'agissait d'un vieux réservoir de stockage. Quelqu'un avait décidé de l'embellir un peu en ajoutant des taches blanches pour le faire ressembler à un dé. En 1992, des milliers de canards en caoutchouc ont été échoués en mer après que le grand porte-conteneurs qui les transportait ait été frappé par une vague.
Comme tu peux l'imaginer, les canards ont commencé à apparaître dans le monde entier, à Hawaï, en Alaska, en Amérique du Sud, en Australie, en Europe et même dans l'Arctique. On estime que quelques centaines de ces canards en caoutchouc malchanceux errent encore dans les océans. Fait intéressant, ils se sont révélés très utiles pour les scientifiques. En se basant sur leurs mouvements, les chercheurs ont pu suivre les directions des courants marins. Si tu aimes les dinosaures, tu seras heureux d'apprendre que les océans peuvent aussi rejeter des fossiles sur la terre ferme. En 2018, une grande mâchoire de dinosaure est apparue à Lilstock Beach dans le Somerset en Angleterre. Elle appartenait à un dinosaure appelé Ichthyosaurus. Grâce à cela, les scientifiques ont pu faire une découverte impressionnante. Avant, ils pensaient que l'Ichthyosaurus pouvait atteindre une longueur maximale d'environ 21 mètres. Mais après avoir étudié cette mâchoire, ils ont dû recalculer la taille de la créature. Et ils ont conclu que l'Ichthyosaurus pouvait mesurer jusqu'à 26 mètres. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs de l'histoire de notre planète. Il vivait presque partout sur le globe, sauf près des pôles. Comment le savons-nous ? Parce que des dents de mégalodon apparaissent encore aujourd'hui de temps en temps sur les plages. L'une de ces dents stupéfiantes, qui mesurait bien plus de 50 cm, a été découverte dans une rivière en Croatie. Comme ces créatures ont disparu depuis environ 3 millions d'années, leurs dents sont très prisées par les collectionneurs de fossiles. Un bonhomme Lego géant échoué sur un rivage, je n'aurais jamais cru entendre parler d'une telle chose. Pourtant, il s'avère que cela n'est pas arrivé qu'une seule fois. Il y a eu 4 de ces bonhommes Lego géants au total, chacun mesurant environ 2,40 m. L'un d'eux a été trouvé en Angleterre et un autre aux Pays-Bas, tandis que les 2 autres sont apparus en Floride et en Californie. Il ne s'agissait sûrement pas d'une coïncidence, et après quelques recherches, les gens ont découvert qu'un artiste néerlandais était derrière tout cela. Il s'agissait de l'œuvre d'un certain Ego Leonard. Un court-métrage a même été réalisé sur le sujet. Il porte le titre de No Real Than You Are. Cette phrase était écrite sur chacun des 4 bonhommes Lego envoyés en mer. En 2012, un paquet de plus de 50 lettres a été retrouvé sur la plage d'Atlantic Island dans le New Jersey. Cela s'est produit peu après le passage de l'ouragan Sandy dans la région. Un garçon de 14 ans a trouvé les lettres et les a données à sa mère. Elle en a été tellement émue qu'elle a décidé de les faire sécher soigneusement et de les rendre à leur propriétaire. Ces lettres avaient été écrites par 2 personnes nommées Dorothy et Lynn. Elles étaient datées de 1942 à 1948. La dernière fut écrite une semaine avant leur mariage. Avec l'aide d'un site de généalogie en ligne, la femme a réussi à joindre Dorothy et lui a remis son courrier à 88 ans. Elle vivait désormais dans une maison de retraite. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est actif sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel.
La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique. Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil, et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, où vivaient les premiers êtres humains. Les incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé, et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour pouvoir survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Cela s'est produit dans l'amas Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies.
Selon les scientifiques, la déflagration était égale à 20 milliards de milliards, soit 18 zéros d'explosions mégatonnes se produisant à raison d'une fois par milliseconde pendant 240 millions d'années. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes se produisaient fréquemment, environ 2 par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes martiens ont été détectés. Ce sont les premières secousses sismiques détectées sur un autre corps spatial que la Terre ou la Lune. La mission a également permis de révéler un autre phénomène mystérieux en captant d'étranges pulsations magnétiques. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. La source de ces impulsions n'a toujours pas été clarifiée à ce jour. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle compte environ plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre? Qui pourrait l'oublier? Il y a peut-être eu un autre show galactique qui s'est mal terminé pour au moins 75% de la vie sur notre planète. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite aux alentours de 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques qu'elle a envoyés ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. C'est ce qu'on appelle un voisinage difficile. La Lune est le deuxième objet le plus brillant dans notre ciel. Et pourtant, parmi les autres corps célestes, c'est l'un des moins éclatants et des moins réfléchissants. Notre satellite naturel n'a l'air brillant que parce qu'il est proche de la Terre. En guise de comparaison, notre planète a l'air bien plus éclatante quand tu la regardes depuis l'espace. C'est à cause des nuages, de la glace et de la neige qui reflètent bien plus de lumière que la plupart des types de roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne serait 7 fois plus illuminé. Plus la lune est proche de l'horizon, plus elle a l'air grosse. Ce phénomène est appelé l'illusion lunaire. L'une des théories qui explique ceci affirme que l'atmosphère joue le rôle d'une lentille grossissante, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère avait quelque chose à dire, la Lune aurait l'air plus petite, sûrement pas plus grosse. La plupart des experts croient que l'illusion est créée par notre propre esprit. Il peut augmenter la taille de la Lune de plus du double. Quand le satellite de la Terre est assez haut dans le ciel, tu n'as pas de repère visuel pour t'indiquer sa distance. Mais quand elle est proche de l'horizon, tu peux voir des objets alentour en détail. Cela donne l'impression que la Lune est plus grosse, mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. D'ailleurs, tu peux t'amuser à vérifier cette illusion si tu te penches en arrière et que tu regardes la Lune à l'envers, à travers tes jambes. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été projeté dans l'orbite de la Terre et a commencé à voyager autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture de taille standard, c'est quand même quelque chose. Parmi les plus d'1 million d'astéroïdes que les astronomes ont recensés, ce n'est que le deuxième à orbiter autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Elle ne sera pas avec nous pour longtemps, ceci dit. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et dérive lentement. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une trajectoire et une vitesse spécifiques pour être captés par la force gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils atterrissent et explosent contre une autre planète ou foncent dans une autre direction. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques à se produire sur la Lune. C'est un changement très furtif de lumière, de couleur ou d'un autre élément à la surface de notre satellite. Très couramment, ce sont des éclairs de lumière aléatoires. Les astronomes ont observé ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs arrivaient au hasard. Parfois, ils peuvent avoir lieu plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais d'autres ont duré des heures. En 1969, un jour avant l'alunissage d'Apollo 11, l'un des participants à la mission a remarqué qu'une partie du satellite naturel était plus illuminée que le paysage alentour. On aurait dit que cette zone avait une sorte de lumière fluorescente. Malheureusement, on ne sait pas dire si ce phénomène avait un lien avec les mystérieux flashs lunaires. Il se pourrait que les cratères lunaires contiennent plus de métaux comme le titane ou le fer que les astronomes ne le pensaient. Le problème majeur que cela engendre ? Cela contredit la théorie principale sur la formation de la Lune.
Elle veut que le satellite naturel de la Terre soit en réalité issu de notre planète après qu'elle soit entrée en collision avec un objet spatial géant. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre pauvre en métal a beaucoup moins d'oxyde de fer que la croûte lunaire ? Cela veut peut-être dire que la Lune s'est formée à partir d'un matériau qui trouve sa source bien plus profondément dans notre planète. Ou bien, ces métaux peuvent avoir fait leur apparition quand la surface lunaire fondue a refroidi, petit à petit. La gravité de la Lune équivaut environ à 17% de la gravité terrestre. Si tu pesais 90 kg sur ta planète d'origine, sur la Lune, ton poids serait ramené à environ 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu pouvais porter sur Terre. Il serait aussi plus simple de marcher sur la surface de la Lune, mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, dans un costume d'astronaute lourd, s'enfonceraient de 15 cm dans le sol lunaire. Mais imaginons que tu décides plutôt de flotter dans les airs. Tu perdrais alors le contrôle de tes sauts en un rien de temps. D'ailleurs, la surface de la Lune regorge de cratères profonds. Il serait très difficile de tous les éviter. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une étendue liquide massive d'une substance mystérieuse. Elle était cachée sous la surface de la face obscure de la Lune. Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus gros que la grande île de Hawaï. Cet élément énigmatique se trouve à environ 322 km en dessous d'un énorme cratère qui est apparu à la surface lunaire il y a des milliards d'années. La goutte a très certainement quelque chose à voir avec une super collision. Il se peut que ce soit le cœur métallique de l'objet qui a frappé la Lune à cette époque. Les scientifiques ont hâte de mener à bien leur découverte. Cela expliquerait nombre de choses à propos du bassin pôle sud Aitken, le plus gros cratère connu du système solaire. S'il était sur Terre, ce bassin de forme ovale s'étirerait de Washington DC jusqu'au Texas. Il n'y a pas d'air sur le satellite naturel de la Terre. Mais alors, comment peut-elle rouiller ? Les scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune. Et c'est une sorte de rouille. Un instrument spécial de recherche de la NASA a examiné la lumière reflétée sur la surface de la Lune. Il se trouve que la composition des pôles du satellite était très différente du reste. La surface de la Lune est dotée de rochers riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut apparaître. Les vents solaires sont venus s'ajouter au mystère. Ils ont bombardé la Lune d'hydrogène. Et l'hydrogène rend la formation de l'hématite encore plus difficile. Mais même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle comporte toujours des traces d'oxygène. Sa source est la couche supérieure de notre atmosphère. La Terre protège aussi la Lune d'environ 100% des vents solaires, même si ce n'est pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est né sec, il se peut qu'il y ait de l'eau gelée dans les cratères ombragés de son autre facette. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle est en forme d'œuf. De plus, la masse centrale du satellite est décalée d'un peu plus d'1,6 km de son centre géométrique. La Terre et la Lune s'orientent graduellement vers différentes directions, aussi lentement que nos ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle du satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre. Il repousse la Lune. En retour, cela la fait bouger vers une orbite plus haute. Dans les temps préhistoriques, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous n'allons pas perdre la Lune. Plus elle va loin, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela veut dire que bientôt notre planète ne repoussera plus la Lune avec autant de force. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pour cela que les scientifiques peuvent retracer les impacts de cratères qui se trouvent à la surface à plusieurs milliards d'années. En donnant un âge à ces cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, ainsi que notre planète, avait connu un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est aussi connu sous le nom de cataclysme lunaire. Cet intervalle a duré plusieurs centaines de millions d'années. À ce moment, un nombre incroyablement élevé d'astéroïdes est entré en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus. Il y a peut-être un labyrinthe de tunnels de lave sur la Lune. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont reçu les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une caverne massive sous la surface du satellite. D'environ 48 km de long et 96 km de large, la grotte pourrait bien être le résultat d'une activité volcanique datant de 3 milliards d'années. Après que les flux de lave ont durci, ils ont créé une croûte épaisse et solide à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué de s'écouler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. Bon nombre de trous découverts à la surface de la Lune par la NASA pourraient être les ouvertures de tunnels de lave. L'orbite de la Lune autour de la Terre ne forme pas un cercle. Elle est ovale. C'est pour cela que la distance entre notre planète et le satellite varie d'une distance de 362 000 km à plus de 402 000 km.
Il y a une très légère activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, les mini-tremblements de Lune, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se passent parfois à plusieurs kilomètres en dessous de sa surface. Ensuite, de petits craquements et fractures apparaissent sur la croûte et des gaz s'en échappent.